Un projet d'appui à la campagne de la société civile pour une transition énergétique. L'heure est à l'évaluation des programmes en ce qui concerne la transition énergétique inclusive et durable. L'ONG Entreprendre Ensemble entend promouvoir le secteur de l'artisanat en Guinée. Outre son programme Mixitech, elle vient de lancer un nouveau projet baptisé MAG, un meilleur artisan de Guinée. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. Et nous ouvrons ce journal par une série de décrets. Décret DIG 2023-01-79 PRG, CNRD, SGG portant mission et organisation des conseils de quartier et de district. Le président de la République veut la charte de la transition décrète. Article 1er. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1er. Les quartiers et les districts sont des sections des communes. Ils constituent les cellules de base de l'administration territoriale participative. Article 2. L'organe représentatif des quartiers et des districts est le conseil de quartier ou de district dirigé par un président. Chapitre 2. Mission. Article 3. Les conseils de quartier ou de district ont pour mission l'impulsion et l'animation du développement socio-économique et culturel à la base. À ce titre, ils sont chargés de favoriser le développement des activités économiques à la base, valoriser les productions locales et l'amélioration des conditions de vie des populations, rechercher et mettre en œuvre tout moyen d'incitation et d'encouragement de la création et la promotion des initiatives locales, mobiliser et organiser les femmes pour leur participation citoyenne aux initiatives de développement local. Organiser les jeunes pour leur participation aux différentes activités culturelles et sportives afin de développer l'esprit d'entraide et de civisme, de prévenir les fléaux sociaux tels que la toxicomanie, l'alcoolisme et toute autre forme de délinquance juvénile. Initier et promouvoir les actions favorisant le vivre ensemble. Assurer la mobilisation sociale autour des activités d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie. Appuyer les services de sécurité dans la lutte contre la délinquance et le banditisme ainsi que dans le maintien de l'ordre public. Appuyer les services de recettes dans la mobilisation des ressources financières. Promouvoir les initiatives favorables à l'émancipation des mouvements associatifs et des corps de métier. Veiller à la protection et à la sécurisation des équipements collectifs, notamment les domaines publics de l'État, les lampadaires, les conduites d'eau et d'électricité, les voiries, les canaux d'évacuation des eaux usées et les trottoirs. Suivre, accompagner et faciliter la réalisation des infrastructures d'intérêt public. Chapitre 3. Organisation. Article 4. Le nombre de membres du conseil de quartier ou de district est fixé comme suit. 5 membres par les quartiers ou les districts allant jusqu'à 1000 habitants. 7 membres pour les quartiers ou les districts de 1001 à 2000 habitants. 9 membres pour les quartiers et les districts de 2001 à 5000 habitants. 11 membres pour les quartiers ou les districts de 5001 à 7000 habitants. 13 membres pour les quartiers ou les districts de 7001 à 10 000 habitants. 15 membres pour les quartiers ou les districts de plus de 10 000 habitants. Article 5. Les membres du conseil de quartier ou de district sont choisis parmi les composantes sociales de la localité, notamment les représentants des jeunes, des femmes, du conseil des sages, des religieux, de l'éducation, des commerçants marchands, des artisans. Article 6.
Le bureau du conseil de quartier ou de district est composé d'un président, d'un secrétaire administratif, d'un secrétaire chargé de l'organisation. Le président du conseil met en place des commissions de travail selon les nécessités. Article 7. Le président et les membres du conseil de quartier ou de district sont nommés par décision administrative du gouverneur. Article 8. Le choix des membres du conseil obéit aux critères ci-après. Être de nationalité guinéenne et âgé de moins 21 ans. Avoir son domicile principal dans le quartier ou le district. Savoir lire et écrire en français. Avoir résidé dans le quartier ou dans le district au moins 10 ans. Avoir des capacités physiques et mentales. Avoir une bonne capacité de communication et d'écoute. Être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district. N'avoir pas été déchu de ses droits civiques par une décision de justice. Être reconnu pour son implication dans le développement économique et social de la localité. Chapitre 4. Disposition finale. Article 10. Un arrêté du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation fixe les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement des conseils de quartier et de district. Article 11. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est chargé de l'application du présent décret. Article 12. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry le 9 août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret dit 2023-0180 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs et chefs de cabinet des gouvernorats. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Région administrative de Conakry. Directeur de cabinet, M. Mohamed Sako, matricule 296 826 Z, administrateur civil en service à la Direction générale des collectivités, au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Chef de cabinet, Madame Kadiatou Ahmed Silla, experte en genre, précédemment coordinatrice du projet de renforcement des activités génératrices de revenus des femmes dans les régions de Conakry et de Kindia. Région administrative de Bokeh. Directeur de cabinet, Madame Niali Kondé, matricule 196 347 D, ancienne préfète, précédemment en service à la Direction générale de l'administration du territoire. Chef de cabinet, M. Alcine Bari, matricule 274 889 N, administrateur civil précédemment, conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative au gouvernorat de Mamou. Région administrative de Kindia. Directeur de cabinet, M. Mamadou Lamarana Titine Bari, matricule 190 172 G, précédemment chef service régional d'appui aux collectivités, de la coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Kindia. Chef de cabinet, M. Mamadi Matene Kounate, juriste, précédemment assistant juridique au cabinet du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Région administrative de Mamou. Directeur de cabinet, M. Almame Simbali Kamara, matricule 179 084 W, précédemment directeur de cabinet du gouvernorat de la région administrative de Kankan. Chef de cabinet, M. Mamadi Kandia Keita, matricule 260 650 A, précédemment chef de cabinet par intérim du gouvernorat de Kindia. Région administrative de l'Abbé. Directeur de cabinet, M. Sine Magasuba, matricule 190 302 P, précédemment secrétaire général de la préfecture de Farana. Chef de cabinet, M. Alpha Diosso,
matricule 190-188Y, précédemment chef service régional d'appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Mamou. Région administrative de Farana, directeur de cabinet, M. Siba Zogotamou, matricule 192-212K, précédemment conseiller juridique au gouvernorat de Conakry. Chef de cabinet, M. Mamadou Mousléou Diallo, matricule 190-168W, précédemment chef de cabinet par intérim du gouvernorat de l'Abbé. Région administrative de Kankan, directeur de cabinet, M. Aboubakar Tunkara, matricule 190-168W, précédemment chef service régional d'appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de l'Abbé. Chef de cabinet, M. Sanassa Touré, matricule 190-121V, confirmé. Région administrative de Zérékouré, directeur de cabinet, M. Tidjane Souma, 183-194H, précédemment directeur de cabinet du gouvernorat de Boké. Chef de cabinet, M. Étienne Sandouno, matricule 213-033F, précédemment chef service régional d'appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Conakry. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 9 août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret dit 2023-01-81 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du centre pilote de technologie industrielle. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Disposition générale. Le présent décret détermine l'organisation générale, les attributions et les principes généraux de gestion et de fonctionnement du Centre pilote de technologie industrielle, en abrégé CPTI. Le Centre pilote de technologie industrielle est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Le Centre pilote de technologie industrielle est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Mission et attribution. Le Centre pilote de technologie industrielle a pour mission d'assurer le transfert de technologies appropriées. À ce titre, il est particulièrement chargé de concevoir, de fabriquer et de vulgariser les technologies exogènes et endogènes appropriées, de réaliser les prototypes de machines et d'équipements, de promouvoir l'esprit d'entreprise dans le domaine des technologies appropriées, de promouvoir des techniques et méthodes d'entretien et de réparation des équipements des petites et moyennes entreprises industrielles et artisanaux, de développer des activités de formation pour des jeunes non scolarisés et déscolarisés en relation avec d'autres services nationaux et étrangers spécialisés dans la fabrication, l'exploitation et la maintenance, d'assurer le recyclage et la reconversion des jeunes ouvriers et cadres techniques des secteurs industriels et artisanaux, de concevoir et de tenir à jour une base de données des technologies existantes auprès des acteurs des différents secteurs concernés, d'entretenir et développer des relations de partenariat avec les institutions et ONG œuvrant dans le domaine de la promotion de technologies industrielles, de contribuer aux études et travaux de recherche et de vulgarisation technologique auprès des administrations, collectivités, services publics et privés, organisations non gouvernementales ainsi qu'aux organismes sous-régionaux et internationaux, de contribuer à la promotion du contenu local, de participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions de développement de technologies industrielles,
Disposition finale. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du centre pilote de technologie industrielle sont déterminés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret 2023-01-82 PRG CNRD SGG portant nomination d'ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la République de Guinée-Bissau, général de 2e section Edouard Théa, ex-ambassadeur de la République d'Angola. 2. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République du Sénégal, M. Mandjou Djoubaté, précédemment attaché de défense de l'ambassade de la République de Guinée au Royaume du Maroc. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. À la une de l'actualité ce soir, le jeune Aboubakar Kourouma, âgé de 25 ans, a perdu la vie à Koya alors qu'il sauvait des vies dans des inondations provoquées par les grandes pluies. Ce mercredi, la première dame de la République a pris part à la cérémonie de levée du corps d'Aboubakar Kourouma à la maison des jeunes de Koya. Compte rendu à Dijon, Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Dans la nuit du samedi 5 à dimanche 6 août 2023, une forte pluie s'est abattue sur Conakry et environnant. Dans la préfecture de Koya, située à 50 km de la capitale Conakry, elle a provoqué des inondations ayant coûté la vie à un jeune homme de 25 ans qui tentait de sauver des vies. Outre ce drame qui a affligé le peuple, ces grandes pluies ont entraîné d'importants dégâts matériels dans cette localité. Ce mercredi 9 août 2023, Madame Lauriane Doumbouya, première dame de la République de Guinée, est sur les lieux du drame pour présenter ses condoléances à la famille éplorée, à la population de Koya et au peuple de Guinée tout entier. Entourée des membres du gouvernement, la première dame de la République a pris part à la cérémonie de levée de corps du jeune Aboubakar Kourouma, mort par noyade dans une opération de sauvetage. J'adresse mes sincères condoléances à la famille de Madame Fatoumata Karim Kamara, touchée par la chute d'un arbre sur sa maison à Kindia, et de Monsieur Aboubakar Kourouma, décédé à Koya à la suite de ces événements malheureux alors qu'il tentait de sauver des vies. Il part en martyr de notre chère Guinée, paix à son âme. Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie, ainsi que ceux qui ont généreusement fait un geste pour aider les familles touchées. Ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés et rebâtir une société plus forte et plus résiliente. Merci à tous et que Dieu bénisse notre pays. Dans cette salle de la Maison des Jeunes de Koya, où a eu lieu le symposium, autorités gouvernementales, préfectorales, communales, leaders religieux, structures de jeunes et populations se sont fortement mobilisés pour rendre un dernier hommage à ce jeune héros national. Khebui Hagigera, Oma Yarati Singé Khilira, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Anaha Namignore Nahan Tirimuru Tamam du gouvernement Yara Toge Sege. Mourafa Okebunga Kereyakui, Mourafa Yaye Bawoyara. Mourafa Masengo Befa Samakili Wakire Mara. La Tegena Han Koya Masotori. Anu ye famille Kourouma. Anu famille Nahambirina et Rabilini. Mourafa Wonu Toro Wonu Sege sa. Wonu Toro Wonu Sege. Alakaya Fama. Alakayare Sone Abe. Asigari Diadi Nankui. Kore Diadi Nahangira Diadi Faninara. Al-Khariyan Nafiama.
C'est grâce à l'esprit patriotique et à la bravoure du collectif des amis dirigé par le guerrier Abakar Kourouma, qui a eu le courage et l'amabilité de nous réunir en jeunes volontaires, malgré le manque de moyens techniques d'expérience professionnelle en la matière, que nous avons pu sauver la vie des enfants, des femmes et des vieilles en détresse. Main dans la main, avec des cordes attachées aux hanches l'un après l'autre, nous avons pu sauver près d'une dizaine de familles en situation d'urgence. C'est dans cette opération de sauvetage que nous avons très malheureusement perdu un de nous, notre ami, notre guide, notre rassembleur, le guerrier Abakar Kourouma. Nous sommes attristés, affligés, traumatisés et en deuil. Mais pas de regret, car le guerrier Abakar Kourouma, notre ami, est mort en rendant service à la nation à sa manière. Il est parti avec l'arme à la main pour la défense des Guinéens. Puisse Dieu, le Tout-Puissant Allah, ait pitié de son âme. Après le recueillement, la première dame en tête, la dépouille mortelle de Aboubakar Kourouma a été conduite à la grande mosquée de Koya pour la prière sur le corps avant d'être inhumée ce mercredi au grand cimetière de la dite préfecture. La première dame de la République, Lauriane Doumbouya, était donc au chevet des populations sinistrées de Koya. Elle leur a apporté des vivres et divers articles pour soutenir les victimes des inondations de la dernière semaine. Elle a aussi rassuré les populations de l'engagement du gouvernement à toujours rester à leur côté. Compte rendu, Oumar Bari. Koya, le 9 août 2023. Une vague d'entraide et de soutien a été initiée par la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya. Elle s'est rendue aux côtés des victimes des inondations dévastatrices qui ont frappé la préfecture dans la nuit du 5 au 6 août. Accompagnée par des membres du gouvernement, les autorités locales et administratives de Koya, la première dame a remis un don significatif pour apporter le recours nécessaire aux sinistrés de cette tragédie. Madame Lauriane Doumbouya a exprimé sa profonde émotion et sa solidarité envers les résidents de Koya touchés par les inondations. Nous sommes réunis ici ce matin pour remettre des vivres et des articles essentiels aux femmes et enfants qui ont été victimes des terribles inondations qui ont touché la communauté de Doumbouya. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma solidarité, ma profonde tristesse et ma compassion à l'égard de toutes les personnes affectées par cette catastrophe naturelle. Les inondations ont non seulement causé des dégâts matériels, mais elles ont également perturbé la vie quotidienne et le bien-être de nombreuses familles. Nous sommes ici pour apporter notre soutien et notre assistance aux personnes affectées par ce sinistre. Je tiens à rappeler que nous sommes tous responsables vis-à-vis de nos communautés respectives et de notre pays. En tant que première dame de la République de Guinée, il est de mon devoir et de ma responsabilité d'être aux côtés de ceux qui sont dans la nécessité et agir pour aider les familles sinistrées par cette épreuve. Les vivres et les articles que nous remettons aujourd'hui ne sont qu'une petite partie de ce que nous espérons pouvoir offrir à ces familles. Nous comprenons que la tâche de reconstruction prendra du temps et nécessitera des efforts coordonnés. C'est pourquoi nous appelons tous les acteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou issus de la société civile, à se mobiliser et à faire preuve de solidarité pour soutenir nos concitoyens qui ont été éprouvés récemment. Je voudrais également rappeler et souligner l'importance de la prévention des catastrophes. Alors que nous apportons notre soutien aux victimes des inondations, j'exhorte les structures chargées de l'aménagement et l'installation des citoyens à réfléchir à la manière dont nous pouvons prévenir de tels événements à l'avenir. Cela nécessite une conjugaison des efforts et de tous les acteurs pour une planification urbaine adéquate, une gestion efficace des ressources en eau et des mesures de prévention de l'environnement. Le don comprenant des fournitures essentielles, des produits alimentaires et du matériel domestique a été chaleureusement accueilli par les victimes ou leurs représentants. La présence des autorités locales et administratives lors de la cérémonie a souligné l'engagement envers le bien-être des citoyens. Le maire de Koya a salué ce geste réconfortant de solidarité de la première dame de la République.
On remercie très sincèrement Monsieur le Président de la République à travers la Première Dame et le gouvernement de la République de Guinée qui n'a pas attendu que les choses évoluent d'un autre sens et qui est venu dès les premiers jours, les premiers moments au chevet de la population sinistrée de Koya, de Manéa et de Kouria. Et par rapport à nous sommes très contents, très à l'aise parce que ces populations, ces sinistrés ont tout perdu. Parce que la pluie est venue à un moment où on ne peut rien sauver si ce n'est que la vie. Donc tout ce qu'ils en avaient, des frigidaires, du riz, les seaux, tout est parti. Emporté par l'eau. Et ce que nous avons réussi, et même les habits pour les enfants, ça n'existe plus. Et madame nous envoie des habits, du riz, des seaux, et des ustensiles de cuisine. Et on lance un appel à d'autres pour vraiment venir au secours de nos populations. Les discours prononcés ont mis en avant l'importance de l'unité nationale dans la résilience face aux épreuves, ainsi que la détermination à travailler ensemble pour reconstruire et prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Les autorités religieuses de Koya ont exprimé leur gratitude en formulant des prières pour la paix et le succès de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Ce moment de partage et d'encouragement mutuel a démontré la capacité du peuple guinéen à rester solidaire et à aborder l'avenir avec espoir malgré ce sinistre et a impacté 3124 personnes de tous âges. Nous sommes dans une situation malheureuse où il y a eu une catastrophe à Koya et ensuite Kindia. Mais Koya a été beaucoup plus impacté avec près de 1300 et quelques personnes qui ont été impactées. Et donc l'Agence nationale et les autres sectoriels, on a mis un comité de gestion, un comité de crise qui a fait l'évaluation. Donc la première évaluation, on a répertorié toutes les personnes qui ont été impactées. Donc à Koya, il y a 3 parties. Il y a la sous-préfecture de Manéa, donc Bananéré. Il y a la commune urbaine de Koya, la Minéa, où le jeune a perdu la vie. Et ensuite, il y a Kouria. La distribution sera faite normalement par les autorités. Et ça, je vous le promets, de tels appuis par Madame la Première Dame, dans les heures de la convenance, donc des SOP, des normes standards d'intervention, que ça sera exécuté, comme on le dit, à bon escient. Alors que la ville de Koya se relève lentement des ravages des inondations, le geste compatissant de la Première Dame a apporté un souffle d'optimisme et de réconfort aux victimes qui luttent pour reconstruire leur vie. Au ministère des Affaires étrangères, une nouvelle brèche est créée pour être en contact permanent avec toutes les représentations diplomatiques et consulaires du pays. Et ce mercredi matin, la première réunion a eu lieu par visioconférence et les ambassadeurs s'engagent à accomplir leur mission de refondation diplomatique. Reportage Makemedunzo. Il s'agit d'un exercice nouveau pour insuffler une nouvelle dynamique à nos représentations diplomatiques. Une visioconférence pour expliquer aux chefs de mission les exigences de la refondation diplomatique. Dr Maurice Anda Kouyaté a insisté sur certaines questions au niveau des compatriotes. Nos représentations sont dans des situations souvent lamentables et vous avez vu les efforts que nous sommes en train de faire. Pour cela, la reconstruction de certaines ambassades et puis l'achat d'équipements. Il y en a même qui manquent de véhicules, tout ça, des équipements qui manquent. Mais c'est un souci pour le gouvernement, c'est un souci pour le président. Et donc, nous avons répondu à cela. Il y a aussi l'éternelle question des passeports. Et les passeports, vous avez vu le rythme. Même aujourd'hui, nous avons eu quelques 500 passeports que nous envoyons à travers le monde. Dans les ambassades, la démarche est bien perçue. Tous ont répondu à l'appel et promettent d'améliorer la qualité des rapports avec les Guinéens vivant à l'étranger. Cette première réunion statutaire élargie a permis aux chefs de mission de faire le point sur les activités déjà réalisées. C'est une excellente initiative qui a été prise aujourd'hui par son Excellence Monsieur le Ministre de convier les chefs de mission diplomatique et consulaire à ce cadre de concertation.
Je crois qu'il est d'autant plus important que cela nous permet, nous, en tant que représentants de l'État à l'extérieur, de pouvoir échanger avec le chef de département sur des questions de préoccupation. Et il est aussi important puisque ça permet à des moments singuliers comme les crises que nous connaissons aujourd'hui, de pouvoir nous orienter sur ce qui devrait être la feuille de route à adopter. Je voudrais sincèrement, au nom du personnel de l'ambassade de Guinée à Washington, féliciter et remercier M. le ministre et l'ensemble du cabinet. Dans un contexte international en crise, il est important de donner des orientations claires aux missions diplomatiques dans la mise en œuvre de notre politique étrangère dans leurs juridictions respectives. Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour toutes les réformes courageuses que nous constatons qui sont mises en œuvre pour redonner la place, pour redonner à la Guinée la place qu'il faut sur la scène internationale, mais aussi contribuer à résoudre les différentes crises au niveau sous-régional. Cette première rencontre à l'initiative du chef de la diplomatie guinéenne a permis d'aborder toutes les questions, dont l'orientation de la diplomatie guinéenne face aux grands enjeux du monde moderne. C'est une première, mais ça va continuer parce que maintenant c'est mensuel et surtout on a mis l'accent sur la ligne diplomatique de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle est notre position dans le monde face aux grandes actions dans le monde, les grands événements? Quelle est la position de la Guinée? Pour cela, on ne réinvente pas la roue. Il y a une ligne directrice qui est tracée par le président de la République. C'est ça qu'il faut suivre. Une fois qu'on a ça, qu'on a internalisé ça, on est à l'aise pour répondre à toutes les questions. Et surtout, se référer, toujours, face aux grands événements dans le monde, se référer. Demander la base, demander son siège. Voilà, avoir les outils pour répondre aux questions. Cette rencontre se tient alors que les préparatifs de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger sont en cours. Le département met les bouchées doubles pour la réussite de cet événement. La Guinée tient au respect de la législation en milieu de travail. En effet, un guide méthodologique unique est mis à la disposition de l'ensemble des acteurs, ceci pour faciliter les missions de contrôle et d'inspection relatives au respect du droit des employés. Le document a été validé ce mercredi à Conakry. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. L'une des missions essentielles de l'inspection du travail est la réalisation des contrôles pour s'assurer de l'application de la législation en milieu du travail. Avec la volonté affichée des autorités de garantir aux employés un environnement sain et salubre, le ministère du Travail et de la fonction publique tente d'harmoniser la méthode de travail sur le terrain. Un guide méthodologique unique qui détermine tous les aspects d'une mission d'inspection est validé par les parties prenantes à Conakry. Ce guide est le fruit d'un travail collectif. Il a été élaboré grâce à la contribution d'une équipe d'inspecteurs sous la supervision du Bureau international du travail. Il est conçu dans l'objectif d'harmoniser et d'unifier les méthodes de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. Il est également un outil de communication et d'information destiné à mieux faire connaître l'inspection du travail dans ses missions, son organisation, son fonctionnement, ses ressources humaines et ses moyens. Il s'agit d'une activité qui permette au service d'inspection du travail d'avoir la capacité technique pour pouvoir contrôler les conditions de travail, contrôler l'application de la législation et partant de là, protéger la vie des travailleurs et protéger le tissu économique et social. Selon les données officielles, 5000 personnes meurent chaque année suite aux accidents de travail à travers le monde. La Guinée, qui a ratifié les conventions internationales en matière de respect du droit des travailleurs, compte veiller à l'application des dispositions réglementaires. Ce guide va être une sorte de référentiel pour qu'un inspecteur de travail qui va inspecter à Beira puisse travailler selon les mêmes normes que l'inspecteur de travail
qui va travailler, qui va aller contrôler l'application des dispositions du Code de travail dans les mines à Sangaredi. Donc ça permet d'uniformiser la manière de travail des inspecteurs de travail. En quelque sorte, c'est une sorte de manuel de procédure. Les autorités guinéennes sont accompagnées dans cette démarche par le Bureau international du travail BIT. La validation de ce guide méthodologique de l'inspection du travail sera suivie d'une large vulgarisation de son contenu, histoire de permettre à chaque acteur de s'approprier du document pour sa bonne mise en pratique. Des véhicules pour la police routière guinéenne. Le geste est du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Il vise à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a servi de cadre à la cérémonie de remise de ces engins. Diarra Diallo, Souleymane Kondé. Le renforcement des capacités opérationnelles des fonctionnaires de police évoluant au sein de la police routière est au cœur des priorités. Pour améliorer les conditions de vie et de travail des services de sécurité, le département dote les agents d'équipement pour faciliter leur mobilité. C'est une initiative du gouvernement de la transition sous le leadership du chef de l'État. Ces nouveaux véhicules remis aux bénéficiaires viennent ainsi répondre à une préoccupation majeure. L'histoire de la police nationale guinéenne retient que c'est la première fois que ce service bénéficie d'une telle attention. D'habitude, la police routière fait l'objet de critiques en lieu et place des actes pour l'amélioration de ses prestations. Aux commissaires spéciaux, vous ne devez utiliser ces véhicules que pour des besoins opérationnels. Prenez soin d'eux comme vos propres véhicules. La sécurisation des populations a toujours été une priorité. De nombreux efforts sont consentis pour l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de police. De la construction des commissariats et postes de police, les efforts inlassables sont en train d'être réalisés par le département en charge afin de se rapprocher de plus près des citoyens pour mieux assurer leur sécurité. La remise de ces engins roulants additionnels améliorera l'efficacité de la police routière sur le terrain dans le cadre de la régulation de la circulation en minimisant les embouteillages. Les actions menées par le gouvernement de la transition, si elles se poursuivent, nous permettront d'atteindre un niveau d'équipement et de performance identique à celui de certains pays de la sous-région. C'est pourquoi ces efforts doivent se poursuivre sans arrêt jusqu'à ce qu'ils atteignent des proportions suffisantes permettant à la police routière guinéenne d'être visible partout sur la voie publique et de la plus belle des manières. Sur ces nouveaux véhicules sont inscrits des numéros verts. Ainsi, les victimes pourraient appeler pour signaler les tracasseries policières et autres abus. On en vient à cette rencontre d'évaluation et d'apprentissage du projet d'appui à la campagne de la société civile pour une transition énergétique inclusive et durable. L'un des objectifs est d'explorer les prochaines priorités en matière de transition énergétique. Le tout est coordonné par la coalition Publiez ce que vous payez. Explication, Abdoulaye Diallo. La Guinée, un pays riche en ressources naturelles avec une réserve importante de ce qu'on appelle les minéraux de transition, des ressources minières qui sont indispensables pour l'accès à une énergie propre. Dans ce contexte mondial de réduction de la contribution des gaz à effet de serre, la Guinée se positionne à travers l'organisation d'espaces de concertation entre les acteurs de la société civile, les acteurs étatiques et le législateur. Nous avons toujours connu l'exploitation et l'exportation de brut. Il est important aujourd'hui que la réflexion se tourne vers la transformation sur place en produit fini ou en produit semi-fini. Et cela pourrait aider non seulement le pays de tirer le maximum de profit sur toute la chaîne de valeur dans le cadre des minéraux de transition qu'on appelle
transition énergétique. Initié par la coalition publiée Ce que vous payez Guinée, le but est de développer des stratégies et des politiques afin de permettre à la Guinée de tirer profit de cette transition énergétique. En tant que lanceur d'alerte, les acteurs de la société civile jouent un rôle déterminant. Il faut vraiment aller à cette transition énergétique. Donc il faut que l'État s'implique un peu plus en mettant tout ce qu'il y a à mettre pour que les renforcements de capacité et l'information passent à tous les niveaux et au niveau de toutes les structures étatiques et dans les préfectures, jusque dans les sous-préfectures. Ensuite, c'est de voir jusqu'à quel niveau la mise en œuvre de ce projet a contribué à une compréhension de la notion de transition énergétique pour les citoyens et aussi pour les décideurs. Et enfin, c'est d'analyser quelles sont les mesures que les décideurs publics devraient prendre pour au moins alléger la charge aux personnes vivant avec un handicap qui sont impactées naturellement par les opérations minières, de même que les femmes aussi qui subissent les externalités négatives des opérations minières. Le défi de cette deuxième phase est de mieux positionner la société civile dans le combat pour la transition énergétique. À l'issue de cette rencontre, des notes techniques seront produites assorties des plaidoyers, ce qui permettra d'aller plus vite vers la formulation des politiques en matière de transition énergétique. L'assistance technique aux efforts nationaux dans le renforcement des capacités productives se poursuit entre l'Office national de contrôle de qualité et le cadre renforcé intégré. Une mission conjointe vient de séjourner à Bofa et à Zérékouré pour identifier, évaluer des besoins et de contrôle de qualité de l'huile de palme. Les principaux acteurs de la filière sont identifiés, codifiés et mis dans la base de données au niveau préfectoral, régional et national. Abdul Karim Kamara. Ces images sont celles des districts de Zogoya, préfecture de Zérékouré et Kolisoro d'Ambofa, deux places fortes traditionnelles dans l'extraction de l'huile de palme en Guinée. Sur les deux terrains, l'on assiste à une partie de prélèvement d'une équipe de l'ONCQ. Les échantillons prélevés seront soumis aux analyses physico-chimiques et microbiologiques. C'est de s'enquérir d'abord la qualité réelle de ces huiles, savoir non seulement s'il n'y a pas le soudan 4 dans ces huiles, que c'est le soudan 4 ou 3. Ces substances qu'ils ajoutent sont cancérigènes. La qualité de l'huile, c'est pas seulement si la couleur est rouge vif ou rouge pourpre. L'objectif, c'est de produire, depuis la matière première jusqu'à la méthode utilisée, qui répond à un certain nombre d'exigences. Sinon, il y a un risque pour le consommateur, pour les transformateurs, mais aussi pour l'exportation. Au cours de la mission, les associations de producteurs et commerçants d'huile de palme sont identifiées et sensibilisées sur les substances nuisibles dans l'huile rouge. Les besoins en équipement de ces acteurs sont aussi évalués et leurs aptitudes productives et managériales consolidées afin de garantir la qualité et la sécurité sanitaire de l'huile de palme. On nous a formés, je suis contente. Mais on a des difficultés à saison 16. On n'a pas d'eau. Des fois, on a beaucoup de monde qui veulent venir faire l'huile ici, mais on n'a pas d'eau. On est désormais édifié sur les méfaits de ces substances et on y prendra garde à l'avenir, même si ces pratiques ne sont pas légion ici à Bofa. Cet appui aux acteurs de la filière huile de palme s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la capacité opérationnelle de l'ONCQ financé par le cadre intégré renforcé. Les attentes, c'est voir ces femmes respecter donc les consignes qui leur sont données à partir donc des conseils des techniciens de l'Office national de contrôle de qualité, mais aussi de nous autres quant à l'accroissement de leur production, aussi à leur contribution, n'est-ce pas, à un commerce respectueux des normes liées à la réglementation en matière de contrôle de qualité. Au-delà de l'huile de palme, le projet entend insuffler une nouvelle dynamique à l'économie locale, celle devant aider à résoudre les problèmes du côté de l'offre par la production de biens d'exportation et de la consommation locale. Pour recueillir le témoignage des combattantes rurales de l'émancipation féminine, notre équipe a rencontré un modèle de réussite à Kankan. Les champs de maïs, de riz et de l'oignon de Hadjawawa se feraient un chemin à Kobikoro et Bakonkokoro. Dans ces greniers de la savane guinéenne, la passionnée Wawa réalise son rêve. Le récit avec Djamokaba. La terre, la meilleure alternative pour le développement.
Voilà ce qui motive Adja Wawa. Par sa passion pour la terre, elle compte contribuer à limiter des importations au bout du monde. Dans un petit village situé sur le corridor Kankan-Sigiri, elle se jette dans le grand bain agricole. Ici, à Bakonko-Koro d'Aladjan, 65 hectares sont valorisés pour obtenir une protection sociale et un statut. Les plants bien colorés poussent de façon rassurante. Le fleuve Milo, qui fait vivre des milliers d'agriculteurs, soutient le système d'irrigation. 3 variétés sont expérimentées par cette championne du monde rural. Je peux travailler plus que ça. J'ai maintenant besoin d'un appui technique parce que je compte aller plus loin. Une machine, par exemple, voire... Face aux nouvelles exigences du marché, Adja Wawa explore d'autres pistes agricoles à Kobikoro. Sur ce périmètre maraîcher à la périphérie de Nabaya, du maïs et de l'oignon. Inoffensif pour diminuer la demande et faire face à la concurrence sous-régionale. Un seul forage ne peut pas arroser tout ce périmètre. Un deuxième sera le bienvenu pour faciliter l'irrigation et la formation. Dans le registre de l'élevage, une étape cruciale est franchie avec l'acquisition de ces nouvelles races. Avec ses moyens du bord, cette passionnée compte se repositionner comme pionnière avec l'objectif de rendre le lait plus accessible aux consommateurs. C'est le souhait de tous les pères de famille. La Guinéenne travaille beaucoup. Toutes les femmes doivent s'inspirer de ce modèle de réussite. Je pense que c'est bon pour le pays. Une victoire, mais pas un aboutissement. Obtenir des matériels agricoles est le cri du cœur de Adja Wawa. L'agriculture et l'élevage sont ses préoccupations pour soutenir les autorités de la transition dans leur combat au quotidien contre la faim. La protection de l'environnement Zérékouré, 50 chefs de quartier et acteurs de la société civile sont à l'école de la gestion responsable des ordures. La formation est assurée par des ONG évoluant dans le secteur avec le soutien de la société de téléphonie Orange. C'est le préfet colonel Alsene Kamara qui a présidé le lancement des activités. Elancé Kamesoko, Mohamed Saléoupaya, Mohamed Lamine Diallo. La préservation de l'environnement est au centre de ce renforcement de capacité des chefs de quartier et acteurs de la société civile de Zérékouré. Au nombre de 50, ces participants apprennent la gestion des ordures et la préservation de l'environnement pour une meilleure santé des populations. Ce mois de la responsabilité sociétale entreprise à travers nos actes comme l'assainissement du grand marché d'Abaria à Conakry, le reboisement de la forêt de Dapompa et le renforcement des capacités des personnes en contact avec la protection de l'environnement. Dans les villes Mamou, Sigiri et Zérékouré, sur les thématiques spécifiques liées à la réalité de chaque ville. Tous pour marquer notre responsabilité en tant qu'entreprise digitale et humaine, soucieuse de la vie de la population guinéenne qui constitue nos valeurs primaires. Cet atelier se tient à un moment où la région des Zérékouré, en particulier notre préfecture, se trouve dans une vulnérabilité environnementale avec des alertes maximum. Cette vulnérabilité, c'est la conséquence de changements climatiques qui menacent la sécurité des populations, leur santé et leur stabilité sociale et économique. Pilotée par la Fédération des gestionnaires des déchets en Guinée, cette formation vise la réduction des risques de catastrophes et des urgences environnementales. Que tous les participants de cette formation puissent s'adapter à ces outils-là et aussi participer à l'évaluation, à la caractérisation et au suivi de tous les risques de catastrophes qui sont déjà dans leur localité, mais aussi de mettre en place un système de gestion des déchets approprié pour la prévention et la gestion des catastrophes qui les minent aujourd'hui. Je suis très satisfaite des formateurs. Ils nous ont beaucoup édifiés. Nous sommes édifiés tous pour tout ce qui s'est passé dans le quartier. On était ignorants. Mais à l'heure là, à partir de la journée d'aujourd'hui, là, vraiment, je suis satisfaite. On pourra faire ce que nous devons faire pour notre réussite
dans le quartier. De nos jours, il existe plus de 25 types de risques de catastrophe dans la région administrative de Zérékoré, selon un rapport mentionné par le facilitateur, d'où la nécessité de sensibiliser les populations sur les mesures d'atténuation à prendre. À l'actualité nationale, c'est aussi la signature d'un protocole d'accord entre la direction du Fonds de développement social et de l'indigence et l'hôpital Anaïm de Kamsara. Le partenariat entre ces deux directions s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des malades indigents de la région de Boké, une manière de faciliter leur accès aux soins médicaux. Younoussa Tawel Kamara. Dans un passé récent, la direction du Fonds de développement social et de l'indigence a procédé à la remise de prises en charge sanitaire gratuite à 127 malades indigents de Boké pour un libre accès aux soins de santé dans les structures sanitaires appropriées du pays. Pour concrétiser cet acte humanitaire de l'État en faveur des personnes qui vivent dans la précarité, le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence signe un protocole d'accord avec la direction de l'hôpital Anaïm de Kamsara. Une signature qui vient répondre à une problématique liée à la prise en charge des indigents dans cette structure sanitaire. Nous avons accueilli la signature de ce protocole avec beaucoup de joie, car elle vient répondre à une problématique qui est liée à la prise en charge des indigents à l'hôpital Anaïm de Kamsara. La signature de ce fonds va permettre à nos concitoyens qui n'ont pas les moyens de faire face au coût de leurs soins, de venir dans les structures appropriées pour se faire soigner. Et des citoyens qui n'ont pas la bourse pour payer les soins, s'il n'y a pas d'accompagnement, finiront par aller ailleurs, soit aller vers d'autres formes de médecine. À travers cet acte, ces deux directions mobilisent les différents chefs de service, mais aussi l'ensemble du personnel soignant de l'hôpital Anaïm de Kamsara. Une manière de galvaniser davantage les médecins afin de prendre en charge les malades indigents au même titre que les autres patients admis dans cet hôpital de référence en Guinée. S'il y a des Guinéens qui travaillent et donc qui ont la possibilité de se soigner, de se prendre en charge, d'aller dans les structures sanitaires, il est de même à admettre qu'il y a des Guinéens qui n'ont pas ces moyens. Et donc l'autorité a estimé qu'avec les actions du Fonds de développement social de l'indigence, aucun Guinéen ne devrait être abandonné parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. Cette volonté ardente qui est affichée par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, que nous traduisons au quotidien. Cette initiative du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, exécutée par la direction du Fonds de développement social et de l'indigence sous la tutelle du ministère en charge des personnes vulnérables, pourrait réduire efficacement la problématique liée à l'automédication chez la plupart des personnes qui vivent dans la précarité. Dans le volet éducation, la Guinée s'achemine vers la célébration de la première édition de la journée des élites de l'école guinéenne. Le programme est du ministère de l'enseignement préuniversitaire pour célébrer et encourager l'excellence scolaire chez les élèves et écoliers du pays. Mais avant la date retenue pour l'événement, les initiateurs ont animé un point de presse pour annoncer les couleurs. Abdulaziz Baldé. La journée des élites de l'école guinéenne arrive à grands pas à Conakry. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire célèbre le mérite le samedi avant le jour J. Les organisateurs échangent avec la presse nationale sur l'opportunité de cette journée historique. Le Sacre du mérite touche une centaine de lauréats à travers le pays. Reconnaître le mérite, comme M. le ministre Guillaume a l'habitude de le dire, reconnaître le mérite, c'est accroître le mérite. Lorsque nous reconnaissons le mérite, et nous poussons, l'idée c'est d'inciter les autres aussi à en faire autant. Donc on veut créer une émulation saine dans les différentes écoles, dans les concessions scolaires, entre les élèves, et entre les encadreurs aussi, et même entre les enseignants. Nous faisons appel à tous les partenaires et à toutes les bonnes volontés pour nous permettre, n'est-ce pas, de magnifier ces lauréats-là et les primer comme il se doit. Dorénavant, tous les DPE, DCE, chefs d'établissement et directeurs d'école, dorénavant, vont célébrer tous les meilleurs de leurs écoles. En collaboration avec d'autres organismes non gouvernementaux, le Sacre du premier ou Sacre du mérite est une première en Guinée.
L'ambition est d'en faire un rendez-vous annuel de la République pour célébrer l'excellence afin de créer l'émulation entre les élèves. Un développement économique et social réussi, il faut accompagner. Et ça passe par l'accompagnement, mais aussi la mise en avant des champions nationaux. Donc une personne qui est lauréat et un étudiant normal, il faut qu'il y ait une petite différence pour pousser les autres à faire preuve de plus de courage et de plus de persévérance. Nous nous accentuons vraiment sur le genre, c'est d'encourager les jeunes filles à aimer l'école. Parce qu'il y a certains parents, par exemple, qui préfèrent garder la jeune fille à la maison pour apprendre les travaux ménagers et tout. Mais non, la place de la jeune fille, ce n'est pas seulement à la maison, c'est aussi à l'école. Aujourd'hui, nous avons des ministres. La célébration de la rite de l'école guinéenne Zegana Briché est aussi une occasion pour les lauréats d'être en contact direct avec des grandes personnalités. Plusieurs cadeaux sont prévus ainsi que des visites touristiques. Je vous le disais dans les titres, un nouveau projet voit le jour. Il s'agit de MAG, un meilleur artisan de Guinée. Avec l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée, plusieurs artisans issus de 5 corps de métier rivaliseront leur talent. Le projet, initié par l'ONG Entreprendre Ensemble, touche les villes de Kindia, Mamou et Labi. Saint-Martin Francina de Nokandesila. Ils font un travail méthodique. Ces génies créateurs, ce sont bien les artisans. Avec leur imagination et leur habileté manuelle, ils donnent forme à la matière pour présenter au public des œuvres d'art. À Conakry et à l'intérieur du pays, cette corporation se développe. Sur le terrain, plusieurs métiers la composent. Il s'agit des métiers du bois à travers la sculpture, du textile et du cuir, du mode et de la beauté. Outre ces métiers, d'autres sont peu connus, notamment ceux de l'alimentation, de la communication et de l'audiovisuel. Pendant ces vacances, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, l'ONG Entreprendre Ensemble met en œuvre son programme Meilleur artisan de Guinée, un concours national qui contribuera à récompenser l'imagination et la créativité. Une façon de promouvoir les corps de métiers de l'artisanat en Guinée. L'objectif visé derrière ce projet, c'est de faire la promotion du Made in Guinée, mettre en lumière nos artisans, le travail qu'ils font dans l'ombre, pour les permettre de vivre dignement à travers leurs œuvres. Parce qu'on sait qu'en Guinée, notre artisan est riche, mais peu valorisé. Pour réussir ces paris, une équipe de l'ONG Entreprendre Ensemble sillonne actuellement l'intérieur du pays. L'axe Kindia-Mamou-Labé est retenu par le programme MAG. Les membres de la délégation font le tour des ateliers et des centres de promotion de ces corps de métier. À Kindia, une ville qui a déjà son label en teinture, développe également d'autres disciplines artisanales. Je perçois ça comme une très bonne chose, parce que ça permet la promotion de nos produits artisanaux, de nos produits locaux. Et ça fera davantage de nous faire connaître partout dans le monde et évidemment donner un intérêt particulier aux différents artisans de la commune de Kindia. Ici, sculpteurs, stylistes et teinturières disent avoir des connaissances nécessaires pour rivaliser leur talent à ce concours national qui leur est dédié. C'est pas facile pour décrocher un concours, mais ça se passe quand même dans la tête. En fait, qui sculpteur, je connais mon métier, et puis en fait, il y a d'autres aussi qui sont là, qui sont plus que moi, mais en fait, avec les expériences qui se dépassent, Inch'Allah, s'il y aura un concours, je serai bien, je serai le premier ou bien deuxième. Après cette rencontre avec les différents acteurs du monde de l'artisanat et de l'administration de l'intérieur du pays, les candidats seront appelés à Conakry pour la phase de présélection. À l'issue de ce concours national, les meilleurs artisans de Guinée bénéficieront des prix et de l'accompagnement technique et financier de l'ONG Entreprendre Ensemble et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée qui appuie ce projet.
Ce qui nous amène à présent sur le continent, Côte d'Ivoire plus précisément. L'IHF Trophy Dames se poursuit à Abidjan. Les juniors et cadettes ont fait leur première sortie hier mardi. Les juniors l'ont remporté 10-0 sur tapis vert contre la Tanzanie et les cadettes se sont inclinées 25-30 face au Nigeria. Elles se sont relancées ce mercredi en battant le Rwanda 33-25 à l'occasion de la deuxième journée. Bintia Kondé est notre envoyé spécial. La Guinée représente la zone 2 en catégorie cadette et junior au challenge continental de handball à Abidjan. Au compte de la première sortie, l'équipe junior de Guinée gagne cette rencontre sur tapis vert, 10-0 contre la Tanzanie qui a signé forfait. Quant aux cadettes, elles affrontaient le Nigeria dans un match plein d'intensité qui a vu le Nigeria sortir vainqueur, 30-25. Le Sili cadet perd son premier match mais se relance lors de sa deuxième sortie contre le Rwanda, 33-25.